Le webinaire de ce jour va s'articuler finalement en trois parties. Tout d'abord, nous allons faire une première partie sur les investissements que nous excluons sur des durées de 10 ou 20 ans. Ensuite, nous allons parler des investissements à privilégier sur 10 ans. Et puis, les investissements au-delà de 10 ans. Un petit point sur quelques principes de gestion, quelques principes de base de la gestion de son patrimoine. Il est très important, lorsque l'on gère son patrimoine, de distinguer différents horizons. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est votre épargne de précaution. Elle se doit d'être disponible, sans risque, mais la contrainte, c'est qu'on a un rendement faible, puisque donc, le court terme doit se limiter à des livrets A ou des LDD. On compense tout juste l'inflation. Ensuite, nous avons le moyen terme qui a 3 à 6 ans. Là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a des objectifs qui sont définis dans le temps et on sait qu'on va les atteindre dans cette durée-là. Donc, on peut bloquer une partie de son épargne. Le risque doit être limité sur une telle durée, mais on peut avoir des rendements supérieurs au court terme en fonction de la durée de blocage que l'on souhaite. C'est par exemple de l'épargne logement, des obligations ou du fonds en euros. Et ensuite, nous avons donc le long terme. Le long terme, donc on va chercher une diversification, on va chercher l'attrait fiscal et un rendement supérieur. Mais qui dit rendement supérieur dit épargne non garantie. Et là, nous parlons donc d'actifs tels que les actions ou l'immobilier. Donc, en préalable à tout investissement, il est nécessaire de se poser 3 questions, de définir 3 éléments. C'est tout d'abord, quels sont mes projets? Est-ce que mes projets consistent en l'achat d'une maison, dans la préparation des études de mes enfants, ou bien, peut-être encore plus loin, la préparation de ma retraite? En fonction de ces projets-là, finalement, on va pouvoir définir un horizon. L'achat de ma maison, je le considère dans 3 ans, dans 10 ans. Les études de mes enfants, à quel âge ils seront en âge de faire ces études, et ma retraite, à quel âge je pourrai partir. Donc à partir de là, on a un horizon de placement. Et le dernier critère qui va nous permettre de définir un investissement, c'est votre tolérance au risque. D'une personne à l'autre, on a une tolérance au risque qui est différente. Il y a des personnes qui sont totalement réfractaires au risque. Dans ces cas-là, on va devoir respecter ces éléments-là et leur proposer ce type le placement qui leur convient. Mais il faut être clair aujourd'hui, qui dit rentabilité dit risque. Donc un placement sans risque, c'est un placement qui ne rapporte que pas ou peu. Les investissements que nous excluons sur des durées longues, de 10 ou 20 ans. Donc c'est tout d'abord, vous l'avez compris, je vous l'ai dit rapidement, le monétaire. Le monétaire, donc l'épargne de précaution, le court terme, c'est donc les livrets A, les comptes surlivrés ou les comptes à terme. Aujourd'hui, donc sur ce graphique, on le voit bien, le livret A est à 0,75, l'inflation est supérieure. Donc aujourd'hui, il est clair que quand vous avez de l'argent qui est investi sur des supports monétaires, vous perdez en capacité, en pouvoir d'achat. Donc vous perdez de l'argent lorsque vous avez de l'argent sur du monétaire. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, au contraire, il en faut, mais il faut déterminer de façon assez précise cette épargne de précaution. On dit généralement que c'est entre 3 et 6 mois de salaire, mais tout dépend d'un foyer à l'autre, cela peut changer. Donc, première étape, c'est définir cette épargne de précaution, se dire, voilà, je sais que j'ai besoin de 10, 20 ou 50 000 euros d'épargne de précaution en cas de coup dur, qui est disponible à tout moment. Hop, je mets cet argent-là de côté et je ne vais pouvoir investir que le surplus. Autre investissement que nous excluons sur des durées de 10 à 20 ans, en tout cas et plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les obligations à taux fixe. Une obligation, c'est quoi? C'est une sorte de crédit dont vous connaissez la durée, le montant et le taux d'intérêt. C'est comme si vous étiez le banquier d'une entité, que ce soit l'État ou une entreprise. Donc, imaginons une obligation d'État, c'est l'État français qui émet pour une durée, prenons par exemple 15 ans, 10 ans, à aujourd'hui 0,65%. Eh bien, ça veut dire que tous les ans, l'État français va vous verser 0,65% d'intérêt
et au bout des 10 ans, va vous restituer le capital que vous lui avez prêté. Les obligations à taux fixe ont donc un coupon constant, c'est 0,75, c'est 0,65 dont je parlais, %. Mais la valeur peut varier, et elle varie notamment en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt montent, les nouvelles obligations qui vont être émises vont avoir des coupons supérieurs. Aujourd'hui, on a 0,75. Imaginons, les taux remontent, l'emprunt d'État à 10 ans passe de 0,65 à 1,5. Que vont faire les investisseurs? Ils vont vendre leurs vieilles obligations pour aller sur les nouvelles. Et bien, c'est dans ces cas-là le marché de l'offre et de la demande qui s'applique. Donc, les vieilles obligations à 0,65% vont voir leur valeur baisser jusqu'au moment du remboursement, jusqu'au terme. Donc, la valeur, donc si les taux d'intérêt reprennent, augmentent, la valeur des obligations à faible coupon tels qu'ils sont aujourd'hui va baisser. Donc aujourd'hui, on exclut dans un investissement à moyen et long terme les obligations à taux fixe, du fait qu'on soit dans une période de taux historiquement bas. Donc, même si ça dure encore 1 an, 2 ans ou 3 ans, un jour ou l'autre, les taux vont reprendre, vont remonter. Le fonds en euros. On exclut également le fonds en euros pour un investissement long. Le fonds en euros répond très bien à un investissement de moyen terme à 3, allez, on va dire jusqu'à 5 ans. Et encore, à partir de 3 ans, il est dommage en effet de continuer à épargner sur du fonds en euros. Pourquoi? Le fonds en euros est principalement constitué d'obligations d'État, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les obligations d'État actuellement ont des taux très faibles. Donc, les rentabilités du fonds en euros baissent. On le voit sur cette courbe grise. Donc, en 2000, on était à peu près à plus de 5% de rentabilité, d'intérêt versé par an. Aujourd'hui, en 2018, on était à 1,7. Si à cela, on ajoute l'inflation, donc la courbe orange, eh bien, on voit bien que aujourd'hui, en 2018 en tout cas, l'inflation étant à 1,8%, à plus de 1,8%, on avait une rentabilité nette d'inflation négative. Donc concrètement, en 2018, en pouvoir d'achat, si vous étiez sur du fonds en euros, vous avez perdu de l'argent. Donc concrètement, le fonds en euros aujourd'hui doit se limiter à des projets à court ou moyen terme, entre 2 et max 5 ans. Nous excluons aussi pour ce type d'investissement à long terme les biens divers. J'entends par biens divers ceux qu'on ne peut pas classer autrement. C'est-à-dire, on en entend de temps en temps parler, ce sont des sortes d'effets de mode, les manuscrits, les diamants, les bois exotiques, les bitcoins, les voitures de collection, etc. Tout ceci promet, ce type d'investissement promet généralement des rendements élevés, voire très élevés. Il est très important d'avoir conscience que si vous avez un rendement élevé, vous avez un risque élevé. Même si on vous garantit, on vous indique que le capital est protégé, un risque élevé, un rendement élevé induit forcément un risque élevé. Donc prudence. Vous devez vous limiter sur les biens divers à de la diversification, maximum 5% de votre patrimoine. Et je vous invite à vérifier auprès de l'AMF si la personne, si votre interlocuteur qui vous propose ce type d'investissement est bien enregistré auprès de l'AMF et répond à la réglementation qui est donc spécifiée par l'AMF. Rentrons dans le vif du sujet, les investissements que l'on peut privilégier sur une durée de 10 ans. Je vais distinguer deux parties. Tout d'abord, on va parler de l'enveloppe fiscale de ce type d'investissement. Et ensuite, on va parler des supports, ce qu'on met dans ces enveloppes-là. Donc, concernant les enveloppes à privilégier, nous avons tout d'abord l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Pourquoi? Parce que sur une durée supérieure à 8 ans, nous avons une fiscalité qui est préférentielle. C'est-à-dire que si vous investissez sur du financier, en compte titre ou en direct,
vous allez avoir ce prélèvement forfaitaire unique qui va s'appliquer, c'est 30%. Ce que vous avez en assurance vie pendant la première période, entre l'année d'ouverture et la 8e année. Le prélèvement forfaitaire, c'est donc le taux forfaitaire de 12,8% plus les prélèvements sociaux, donc qui arrivent à 30%. Après 8 ans, on distingue deux choses. Si l'ensemble de vos contrats d'assurance vie est inférieur, si les primes versées sont inférieures à 150 000 euros, vous avez un avantage fiscal puisque, au lieu des 12,8% de taux forfaitaire, on vous applique un taux de 7,5%. Si jamais toutefois vos contrats sont supérieurs à 150 000 euros, vous restez à 12,8. Mais l'avantage n'est pas certes sur cette application de taux, mais elle est surtout sur le fait que vous puissiez bénéficier d'un abattement de 4 600 euros par an pour une personne célibataire ou 9 200. Cet abattement s'applique sur la base taxable. Je m'explique. En imaginant, j'ouvre un contrat d'assurance vie avec 100 000 euros. Au bout de 8 ans, j'ai 120 000 euros. Si j'enlève la moitié de mon contrat, j'achète un bien immobilier et j'enlève la moitié de mon argent. Donc, sur ces 120 000 euros, j'enlève 60 000 euros. Ma plus-value était de 20 000 euros. Si j'enlève 60 000 euros, je vais être taxé sur la moitié de ma plus-value, donc 10 000 euros. Imaginons que je sois mariée, 10 000 euros étant ma base taxable, ma plus-value taxable, on enlève l'abattement de 9 200 euros, je ne serai taxé que sur 800 euros au taux forfaitaire de 7,5 ou 12,8 en fonction de l'ensemble de mes contrats. Donc c'est surtout sur cet abattement qui est renouvelable annuellement, une chose importante, que l'attrait fiscal va jouer. Donc l'assurance vie ou le contrat de capitalisation qui fonctionne un peu de la même façon est une très bonne enveloppe pour un investissement dans le long terme. De la même façon, nous avons le PEA. Le PEA, qui est le plan d'épargne en action, est très intéressant à partir de la 5e année. Avant la 5e année, pareil, prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8 d'impôt sur revenu plus les prélèvements sociaux. Après 5 ans, on a une exonération des plus-values au niveau de l'impôt sur le revenu. Les plus-values sont uniquement soumises aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, si l'on souhaite investir dans des supports éligibles au PEA, au plan d'épargne en action, c'est-à-dire des supports principalement de nature action européenne, il est préférable d'utiliser le PEA pour bénéficier à terme de l'exonération des plus-values. Donc là, nous avons vu les enveloppes fiscales, les enveloppes juridiques et fiscales. Mais à l'intérieur de ces enveloppes-là, on peut mettre différentes choses. Donc, quels sont les supports qui sont à privilégier sur une durée de 10 ans? Nous avons tout d'abord une allocation financière diversifiée. En effet, lorsqu'on veut investir dans du financier, il y a une multitude de supports disponibles. Ça peut être des devises, ça peut être de l'immobilier, des foncières cotées ou non cotées, ça peut être des actions européennes, américaines, de petites, de moyennes capitalisations, ça peut être des matières premières, pétrole, or, ou des obligations simples, convertibles, à taux fixe ou variable, de haut rendement ou d'État. Concrètement, une allocation financière, il y a en gestion collective, en OPCVM, il y a plus de 30 000 OPCVM disponibles en France. Donc concrètement, une allocation financière diversifiée, c'est quoi? C'est aller chercher les meilleurs fonds, les meilleurs OPCVM en fonction de la stratégie que l'on a déterminée. C'est-à-dire, je considère qu'il y a un potentiel important sur les actions émergentes, mais également sur l'immobilier coté et les obligations à taux variable. Eh bien, mon allocation financière va me permettre d'aller prendre un petit peu de chacun pour diversifier tout simplement le risque et augmenter la rentabilité pour pouvoir bénéficier de la rentabilité de chacun de ces supports-là. L'avantage, c'est que vous bénéficiez donc du potentiel des marchés financiers,
vous avez une liquidité, vous pouvez sortir à tout moment. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de garantie en capital sur ce type d'investissement. À côté des allocations en unités de compte de façon classique, on peut choisir des unités de compte un peu particulières sur des durées supérieures sur des durées de 10 ans, qui sont les fonds en euros. Un fonds structuré, pardon. Les fonds structurés, c'est quoi? C'est en fait une sorte de contrat, puisqu'en fait, dès le début, la durée, le sous-jacent, le potentiel de gain et le potentiel de perte sont définis. C'est écrit noir sur blanc, vous signez une sorte de contrat, vous savez sur quoi vous partez. La durée peut être donc de 10 ans, par exemple, maximum. On peut avoir un sous-jacent qui peut être, par exemple, là, je vous ai pris un exemple, SBF Top 80. On a le potentiel de gain qui est de 10% par an et le potentiel de perte si l'indice est inférieur à 50% du terme. Et en fait, il y a une sorte de formule qui s'applique. Par exemple, sur cet exemple-là, on regarde la valeur de l'indice tous les ans à la date anniversaire. Si cet indice est positif ou nul, on a un remboursement du capital investi avec 10% par année écoulée. Imaginons sur les 10 années, il n'y a jamais eu de remboursement anticipé. Au bout de 10 ans, on regarde. Et c'est là où on voit le potentiel de perte. Si au bout des 10 ans, le sous-jacent est inférieur à 50% de son niveau initial, là, je perds un capital. Donc l'avantage de ce type de fonds, c'est qu'on peut bénéficier du potentiel des marchés financiers, 10% par an, dans cet exemple-là, tout en ayant un capital protégé jusqu'à une baisse bien définie. Là, en l'occurrence, l'indice a baissé jusqu'à 50%, c'est-à-dire que je peux être à 48% de baisse sur cet indice. Mon capital est toutefois protégé, on me remboursera mon capital au terme. Donc voilà, les marchés financiers, mais tout en bénéficiant du capital protégé. L'inconvénient, c'est que l'épargne peut être mobilisée pendant une durée de 10 ans. Et le gain, en contrepartie, est plafonné. Si l'indice fait plus 20% une année, je n'aurai que 10% sur l'année. Autre support d'investissement, le private equity et le crowdfunding. Le private equity, c'est quoi? C'est l'investissement au capital d'une société non cotée. Cette société a besoin de fonds propres. Et au lieu d'aller solliciter sa banque, parce que peut-être qu'elle est déjà endettée, elle va aller chercher des investisseurs qui vont rentrer dans son capital, ce qui va lui permettre d'avoir des fonds propres nouveaux qui vont lui permettre soit justement de créer l'activité, soit de développer cette activité-là, ou bien de faire face à un redressement financier ou d'être dans une phase de transmission, de transformation de cette société. Ce type d'investissement peut être fait en direct, ce qu'on appelle des club deals, ou du crowdfunding, ou via des FCPR, fonds communs de placement à risque. L'avantage de ces FCPR sont constitués pour une durée fixe, allant généralement de 6-8 ans à 10-12 ans. L'avantage, c'est qu'on peut avoir ça diversifie le patrimoine. On a une décorrélation importante des marchés financiers classiques avec des rendements potentiellement élevés. L'inconvénient, c'est que rendement élevé, risque élevé, et qu'il y a peu de liquidité. Par exemple, les FCPR sont constitués pour une durée fixe, donc on doit respecter cette durée-là. Ensuite, sur 10 ans, sur quoi on peut aller? Sur l'immobilier. L'immobilier, mais l'immobilier, pas forcément tout l'immobilier. Je mettrai l'accent plutôt sur la résidence principale, en ayant en tête que l'achat d'une résidence principale engendre des coûts, que ce soit au moment de l'achat, engendre des coûts lors de l'achat. Donc des frais d'agence, des frais de notaire, des frais liés au crédit, frais de garantie, de dossier, etc. Donc ces coûts initiaux doivent être amortis. Donc si on le compare à une location, tout dépend bien sûr du marché immobilier sur lequel vous êtes, où vous achetez votre résidence principale, mais il est important de comparer si je reste locataire ou si je reste propriétaire. Et en fait,
On voit qu'il y a les courbes se croisent. Et généralement, elles se croisent aux alentours de 4-5 ans. C'est-à-dire qu'avant, si vous ne pensez pas conserver ce bien plus de 4-5 ans, il est préférable de rester locataire. Si vous avez une vision plus longue, au-delà de 5 ans, il est préférable d'acheter votre résidence principale. Je parle là de conditions de marché stables, c'est-à-dire sur des niveaux de prix qui ne changeraient pas. C'est juste là, je parle juste des coûts liés à l'immobilier. À côté de la résidence principale, on peut parler des SCPI, Société civile de placement dans l'immobilier, c'est de la pierre papier, et particulièrement des SCPI en démembrement. C'est quoi? C'est en fait, moi en particulier, je vais acheter la nue propriété d'une SCPI, et une autre personne, généralement une société, la société pour la gestion de sa trésorerie, va acheter l'usufruit pour une durée de 5 ou de 10 ans. Ce sont les périodes les plus recherchées. Et donc, du coup, si j'achète sur la nue propriété sur 10 ans, je vais avoir tout simplement une décote. Je vais acheter moins cher ma SCPI que si je l'achetais en pleine propriété, puisque notre personne va acheter l'usufruit. Et pendant cette période de démembrement, je ne vais pas percevoir de loyer, d'où cette décote. Je ne serai pleinement propriétaire et je ne bénéficierai des loyers qu'au terme de ce démembrement. Donc là, par exemple, sur 10 ans. Donc, c'est de l'immobilier, donc comme précédemment, la durée de conservation d'une SCPI en général doit être supérieure, il est préconisé de conserver son investissement plus de 8 ans pour avoir un amortissement des frais. Voilà ce qu'on peut dire sur les investissements, on va dire, aux alentours de 10 ans. Maintenant, sur plus de 10 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'il est préférable que je réalise comme investissement? On peut bien sûr conserver toutes les solutions précédentes. L'assurance vie et le PEA, donc l'allocation diversifiée par des unités de compte, des fonds structurés, du private equity, la résidence principale, les SCPI. Tout ça, on peut le garder et le projeter jusqu'à 20 ans, voire indéfiniment. On n'a pas de souci de durée max. Mais qu'est-ce que je peux rajouter? En rajoutant les actions. Les actions, parce que sur une longue durée, les actions restent l'actif le plus rentable. Et peu importe le niveau des marchés financiers au moment où on rentre. En effet, l'intérêt des marchés financiers, le plus gros intérêt des marchés financiers, c'est de rentrer dans des creux. Sauf qu'on ne connaît pas, on ne sait pas à quel moment on est dans un creux de marché ou dans un plus haut de marché. Donc en se disant, je reste pendant une longue durée, supérieure à 10, 15, voire 20 ans, je sais que systématiquement, je vais gagner de l'argent. Et on le voit que sur ce graphique-là, par exemple, je vais prendre les actions avec dividendes. Donc là, on est sur la période de donc là 2000-2002 et là 2008-2009. Je parle donc des actions avec dividendes réinvestis. Eh bien, on voit que concrètement, à tout moment, sur les 30 dernières années, peu importe le moment auquel je rentre, si je reste dans le temps, eh bien, c'est l'actif le plus rentable. Et, entre guillemets, de loin, puisque si on le compare à l'immobilier, on est 3 fois supérieur à l'immobilier. Donc, sur du long terme, on n'hésite pas, on peut aller sur des actions. Par contre, il est évident que les actions sont des actifs risqués, donc on peut voir une forte volatilité sur les marchés, des baisses importantes. L'essentiel, c'est de ne pas craquer, entre guillemets, et de rester investi. L'or, il est un a priori assez généralisé qui dit que sur le long terme, il faut investir dans l'or. Sauf que dans les faits, l'or est très volatile. Si on regarde ce graphe-là, c'est très volatile. Et j'ai envie de dire, c'est à n'utiliser que ponctuellement. Lorsqu'on anticipe, par exemple, des marchés financiers un peu tumultueux, etc., l'or reste une valeur refuge. Donc, en anticipation d'une crise, oui, on peut aller sur l'or, mais sur le long terme,
ça semble compliqué. On l'a vu sur le slide précédent, sur 30 ans, vous voyez, en comparaison, on est à peine au-dessus du livret A. Ensuite, sur une longue durée, on va pouvoir partir sur de l'immobilier locatif défiscalisant. Que ce soit donc, les lois de défiscalisation existent depuis de nombreuses années, que ce soit donc le Besson, l'Européen, le CETA, le Pinel aujourd'hui. Toutes ces lois de défiscalisation imposent une durée de détention qui était habituellement de 9 ans. Aujourd'hui, avec la loi Pinel, c'est un peu différent. On a des options de sortie possibles à 6 ans, 9 ans et 12 ans. Concrètement, nous vous conseillons fortement de rester le plus longtemps possible investi, puisqu'il ne faut pas oublier que vous investissez avant tout dans de l'immobilier. Ce n'est pas des chiffres que vous achetez, ce n'est pas de la défiscalisation, c'est un support immobilier bien réel. Et quand on veut faire quand on regarde l'économie générale de l'opération, c'est-à-dire l'achat, la location et la vente, pour que cette économie générale soit positive, pour que vous soyez réellement gagnant sur cette opération-là, il faut que vous, bien sûr, la vente plus les loyers, plus éventuellement la réduction d'impôt, doivent être supérieures à l'achat, plus les éventuels intérêts d'emprunt que vous auriez payés si vous avez acheté à crédit. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'immobilier, il y a des frais, le temps de les amortir. Vous achetez neuf, donc forcément plus cher que de l'ancien, et vous revendez, c'est de l'ancien. Donc, au niveau auquel à un niveau au prix de l'ancien. Donc, pour compenser cette décote-là, il va falloir le conserver le plus longtemps possible pour que ces loyers puissent amortir la différence entre le prix de l'achat neuf et le prix de vente dans l'ancien. Donc, sauf à avoir un marché particulier extrêmement porteur, l'immobilier doit être vu sur un horizon long, permettant donc l'amortissement de ces frais d'acquisition qui peuvent être lourds. Ensuite, sur des durées longues, on peut aussi partir sur un investissement en location meublée gérée. Qu'est-ce que c'est? En fait, le principe, c'est que vous achetez un bien dans une résidence gérée. Donc, les résidences gérées, ça peut être une résidence de tourisme, une maison de retraite, une résidence senior ou une résidence d'affaires, de tourisme d'affaires. Donc, vous achetez dans cet ensemble immobilier un bien, une chambre, prenons par exemple la maison de retraite, vous achetez une chambre dans une maison de retraite et vous allez louer cette chambre, non pas à la personne âgée qui va y vivre, mais au gestionnaire de l'ensemble immobilier. Et c'est lui qui va s'occuper de louer à la personne âgée, au locataire final, votre bien. Pendant toute la durée du bail, donc c'est le gestionnaire qui va vous verser un loyer en fonction du bail que vous avez conclu avec lui. Donc peu importe que le bien soit loué ou non, ça c'est l'affaire du gestionnaire. Donc c'est vraiment ce bail-là, qui est un bail commercial, qui est le socle de ce type d'investissement. Ce bail, ces baux sont généralement conclus pour une durée allant de 9 à 12 ans. Quand vous allez vouloir revendre ce bien, vous allez le vendre à qui? Généralement à un autre investisseur. Cet investisseur, il va avoir besoin d'une visibilité. Donc, s'il reste qu'un an ou deux de bail, ça ne va pas l'intéresser. Vous risquez d'avoir un prix de vente amoindri. Donc, si vous voulez optimiser la vente de votre bien, il sera préférable d'attendre le renouvellement du bail pour que le nouvel investisseur puisse avoir une visibilité sur la même période que vous, donc supérieure à 9 ans. Donc, on reste sur des durées longues pour de la location meublée gérée. Autre point sur lequel vous pouvez investir, c'est l'immobilier en nue propriété. Le principe, vous achetez la nue propriété, c'est un peu comme tout à l'heure les SCPI. Vous achetez la nue propriété d'un bien immobilier. Une autre personne, généralement, un bailleur institutionnel, type le 1% logement, des bailleurs institutionnels, vont acheter l'usufruit pour une durée déterminée, supérieure à 15 ans. Donc vous, votre acquisition, c'est la nue propriété, donc
vous achetez la nue propriété par rapport à la pleine propriété, il y a une décote puisque l'usufruitier va acheter lui sa part d'usufruit, qui est grosso modo le flux des loyers sur les 15 prochaines années. Et au bout des 15 ans, le démembrement va cesser et vous allez redevenir plein propriétaire du bien avec la revalorisation éventuelle de ce bien immobilier. Donc finalement, votre pleine propriété au terme va être supérieure au prix d'acquisition parce que vous aurez volontairement consenti le fait de ne pas percevoir des loyers pendant cette durée-là. L'avantage, c'est qu'on a un horizon d'investissement défini. Dès le début, la convention de démembrement dit sur quelle durée on part, généralement 15 ans. Et puis, à terme, vous êtes libre, vous redevenez plein propriétaire sans fiscalité supplémentaire sur la récupération de l'usufruit. Et vous avez le choix, vous pouvez continuer à louer, vous pouvez vendre ou vous pouvez conserver le bien pour vous en résidence principale ou secondaire ou autre. On a vu beaucoup de choses. En synthèse, sur des durées de 10 à 20 ans. Donc, on a assurance vie, PEA, qui peuvent être qui sont des enveloppes à utiliser sur l'ensemble de ces périodes. En termes d'allocation financière, eh bien, on va être nuancé. Si on a si vous avez suivi ma démonstration, sur une longue durée, on va pouvoir prendre plus de risques. Donc, sur une longue durée, 20 ans, on va pouvoir avoir une gestion financière dynamique et peut-être plus équilibrée sur un horizon d'une 10-12 ans. Et en dessous de 12 ans, peut-être un peu plus prudent. Sur une dizaine d'années, on va avoir aussi les fonds structurés, le private equity. Et sur ces deux durées, nous avons la résidence principale et les SCPI. Et sur des durées supérieures à 10 ans, nous avons donc l'immobilier défiscalisant, la location meublée non professionnelle et la nue propriété, l'achat d'un bien en nue propriété. Voilà, donc notre conseil, quel est-il? Avant toute chose, il faut définir ses objectifs, définir ses moyens. Et donc, de cela engendre la définition d'un horizon de placement, de plusieurs horizons de placement, j'ai envie de dire. Et autre point essentiel, il est essentiel de diversifier ses investissements. Et finalement, faire ceci correspond à mettre en place une stratégie patrimoniale. Chaque objectif va avoir un horizon, des moyens définis et donc un investissement défini. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir chaque objectif a ses moyens et son horizon de placement et on pourra avoir comme cela plusieurs objectifs. L'ensemble, c'est la mise en place d'une stratégie patrimoniale. Et justement, notre cabinet, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et notre métier, c'est justement de définir avec vous, de faire avec vous un bilan patrimonial. C'est quoi le bilan patrimonial? C'est une analyse de votre situation, points positifs, points à améliorer sur votre situation actuelle. On reprend vos objectifs, on vous aide des fois à l'expression des objectifs, des moyens, et ensuite on va vous établir des préconisations. Ces préconisations, on va pouvoir les mettre en place ensemble, si vous le souhaitez, qu'elles soient d'ordre juridique, financier ou immobilière. Et troisième point essentiel à notre métier, il s'agit du suivi. Puisque n'importe quelle stratégie patrimoniale, la meilleure soit-elle, nécessite un suivi dans le temps. Vous changez, votre situation change, les circonstances économiques changent, les lois changent, la fiscalité change, donc il est nécessaire d'adapter, pas quotidiennement, mais régulièrement, il est nécessaire d'adapter régulièrement la stratégie mise en place par un suivi adapté et personnalisé. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à contacter soit votre conseiller habituel, ou si vous n'avez pas de conseiller aujourd'hui encore, vous pouvez adresser un mail à charles@gestiondepatrimoine.com où vous pourrez établir l'ensemble de vos questions ou nous appeler directement pour pouvoir discuter de votre situation.
Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation a été claire. Nous vous adresserons dès demain un petit questionnaire de satisfaction. Merci de prendre quelques minutes pour y réfléchir, y répondre. Ça nous permet, nous, de nous aider sur la détermination des sujets, des prochains sujets à venir, ce qui pourrait vous intéresser le mieux, et puis de toujours parfaire, améliorer le service et ces webinaires. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.